Et j'appelle tout de suite à la tribune Yves Crozet, Bruno Gazo, Louis Nègre et Marc Papinutti, s'il vous plaît. Bon, Marc Papinutti est ingénieur en chef des ponts, des eaux et forêts. Ingénieur général, pardon. Non, mais j'ai fait à l'époque. Oui, j'ai vieilli. C'est parce que bon, ça devait être un ancien numéro de la Fondation Mobilité. Bon, alors, diplômé de l'ENTPE, et donc il dirige. Je voudrais quand même pas dire de bêtises cette fois-ci. Il est directeur général il a été directeur des infrastructures de transport à la DGITM. Et il a exercé quelques fonctions dans des cabinets ministériels. Bon, et il est évidemment directeur général de Voies navigables de France depuis juin 2010. À sa droite, Bruno Gazo, qui est diplômé de l'ESSEC, a été élu président de la FNOT le 11 avril 2015. Il était à ce moment-là, et depuis 2003, délégué général, hein, c'était ça le titre, de l'Union des transports publics, et il a eu une carrière dans différents services publics et privés en région et dans différents secteurs comme l'industrie ou l'édition. Alors, à sa droite, j'ose à peine présenter Louis Nègre, qui exerce une grande carrière politique depuis de nombreuses années et qui est en particulier, il se trouve qu'il est coprésident de TDE, évidemment, je le rappelle, notre partenaire dans cet anniversaire, et par ailleurs, il est maire de Cagnes-sur-Mer, et il est vice-président de la communauté d'agglomération Nice-Côte d'Azur, et qu'est-ce que j'oublie ? Et sénateur, éventuellement, hein, sénateur, bien que le Sénat n'ait pas voulu nous recevoir. Hein, on devait faire le... Bon, enfin, j'insiste pas là-dessus. Hein. Bon, bref. Un cumulard vertical. Bref, donc j'insiste pas. Et enfin, Yves Crozet, que tout le monde connaît aussi, qui est un des plus brillants économistes d'aujourd'hui, professeur émérite à l'Université de Lyon, qui est membre du LET aussi, l'AET, hein, c'est maintenant membre du laboratoire Aménagement, Économie et Transport, alors qu'avant c'était laboratoire Économie et Transport tout court, qu'il a dirigé de 1997 à 2007. Voilà, puis il a exercé différentes fonctions internationales, ou comme la présidence, par exemple, de l'Observatoire Énergie-Environnement des transports, créé à l'issue du Grenelle de l'environnement international ou national. Et tu présides toujours le think tank de l'Union routière de France. Je ne me trompe pas. Voilà. Louis, comment ça se gère aujourd'hui et rétrospectivement, donc par rapport à un passé... Tu es maire de Cagnes-sur-Mer depuis, pardonne-moi, depuis quelle année 1995. Bon, donc ça fait nettement moins que 60 ans. Voilà. Mais néanmoins, comment se gère, du point de vue des transports, hein, qui nous occupent aujourd'hui, et de la mobilité, une ville comme Cannes-sur-Mer et une communauté d'agglomération comme Nice-Côte d'Azur, et finalement, quelles évolutions à grands traits se sont produites depuis, on va dire, les dernières décennies? À mon niveau, alors à ce moment-là, en tant que maire et en tant que, j'allais dire, élu local de proximité, j'ai vu une grande différence. Oui. J'ai perdu mon statut. Ah. J'étais président de ma société, hein, qui permettait de faire les transports dans ma commune. Et j'avais 5 bus en régie. Et du jour au lendemain, on est passé dans des communautés d'agglomération, des communautés urbaines, des métropoles. Et il y a eu un transfert de compétences qui s'est passé entre la commune, les communes, jusqu'à ces entités qui étaient plus grandes, avec des périmètres plus larges. On a perdu, et j'ai donc perdu la présidence. Mon vice-président, il n'était plus vice-président, le trésorier, le truc, le machin, la chose. Bon. La conséquence de ça, c'est quoi? Et on est dans cette foulée-là avec la loi MAPTAM, puis la loi NOTRe, avec une vision de plus en plus large, avec des périmètres de plus en plus larges, et dans lequel on essaye, c'est ça l'idée, c'est d'essayer, je suis très très favorable au SRADET,
Pourquoi? Parce que pour l'avoir poussé, pour l'avoir mis en place, je pense que plus que jamais, il faut, dans une population qui se déplace énormément, de plus en plus, eh bien, il faut avoir une vision globale. Il faut avoir une vision d'ensemble qui coordonne l'ensemble des acteurs. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est passé du transport à la mobilité. Donc, j'ai perdu mon pouvoir. La métropole l'a récupéré. Et au lieu d'avoir 5 bus au service de mes concitoyens, maintenant, j'en ai entre 15 et 20. Bon, tout le monde, je dis bien tout le monde, a trouvé qu'il y avait eu un progrès dans ce domaine-là. Est-ce que c'est parfait? Non, c'est jamais parfait, on peut toujours faire mieux. Mais en tout état de cause, grâce à cette vision, aujourd'hui, je n'ai plus besoin, lorsque je sors de la commune de Cagnes-sur-Mer, que je rentre dans la commune de Saint-Laurent-du-Var, avoir un autre type de transport, etc. Je rends un service. Et ce qui me manque beaucoup, dans tous les colloques auxquels je participe, on est tous des spécialistes, de grands spécialistes, et personne, enfin peut-être, Bruno nous en parlera un peu. Personne ne nous parle de la personne la plus importante, finalement, dans les colloques, c'est le voyageur, c'est l'usager. On est tous au service de l'usager. Si on mettait, je le dis comme ça, si on mettait l'usager au centre de la démarche, vous verriez, hein, on trouverait des solutions. Hein. J'en suis persuadé, beaucoup plus facilement que de partir sur de grandes pistes. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. En tous les cas, je considère que c'est effectivement un plus et que la loi NOTRe va permettre d'avoir, par exemple, une tour de contrôle, pour reprendre ce terme de tout à l'heure, au niveau de la région. Après, on va s'entendre avec les métropoles, il n'y a pas de problème. Parce que la région dispose de puissance de feu à la fois sur le plan légal, à la fois sur le plan financier. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Oui. Monsieur le sénateur, dans la foulée quand même, comment en est-on arrivé à l'émergence des autorités organisatrices de la mobilité? Eh bien, en deux mots aussi, historiquement parlant. Oui. Eh bien, non, ça sera simple. Bon. Tout simplement parce que là aussi, on est des élus. Le GARD, c'est quoi? Le directeur général est là. Le GARD, ce sont des élus de droite, de gauche. Ce sont des élus pragmatiques qui s'occupent du transport dans les différentes institutions. Bien. Eh bien, on constate qu'aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, Amar nous l'a dit, le transport a complètement éclaté. C'est une véritable révolution. Bon, il n'y a plus les cars Citroën et chaussons, ça a évolué. Bon. Et donc le transport, ça devient de la mobilité, parce que vous intégrez, et je suis d'accord avec Amar, on intègre davantage, en tous les cas dans les collectivités locales, on intègre davantage la marche à pied. C'est un facteur, là aussi, de déplacement. Et je m'aperçois que dans les villes où on met le paquet, l'accent, non seulement sur les déplacements motorisés, etc., mais on met également le déplacement sur les vélos, on met les déplacements sur la marche à pied, avec des trottoirs larges, confortables et sécurisés, vous apercevez que nos concitoyens marchent. Et donc, c'est cette vision globale, avec l'arrivée donc, des Vélib', avec l'arrivée des vélos, avec l'arrivée du covoiturage, avec l'arrivée de tout ce que vous voudrez qui bouge, on devient, nous, élus, responsables des transports, responsables de la mobilité. C'est ce que nous avons voulu faire, c'est ce que le gouvernement a accepté, et c'est ce qui est désormais dans la loi, et qui, bien entendu, donne une plus grande compétence à ces élus responsables de la mobilité désormais. Bruno Gazeau, comment ont évolué les transports publics, en gros, au cours des dernières décennies? Est-ce que ils ont... Bon, en gros, on peut dire que la fréquentation a très fortement, l'offre a très fortement augmenté, que la demande a suivi encore plus fortement, ce qui fait que le fameux ratio cher à l'Union des transports publics, qui est le ratio R sur D, recettes sur dépenses, est dégradé. Bon, alors, est-ce que y a des solutions que vous préconisez souvent, mais que faut-il changer de plus fondamental pour que les choses évoluent? Peut-être d'abord, je voulais juste dire quelques mots sur l'histoire des transports, parce que c'était un peu le sujet. Oui. Moi, dire que j'avais vu quand même 4 étapes dans l'évolution des transports. La première, c'était celle de nos vieux réseaux, où finalement on prenait les transports publics, ceux qui n'avaient pas le choix, pas d'autre choix. Ensuite, on a découvert que le transport public peut être un moyen d'aménager la ville, donc de relier les quartiers entre eux, de les relier au centre-ville. C'est l'immersion, c'est l'émergence du tramway.
Donc c'était un outil d'aménagement urbain dont les élus se sont abondamment saisis et qui a beaucoup transformé le transport public. Troisième étape, c'est devenu un outil de développement économique. On a commencé à mailler les réseaux. Il n'y a pas de bon bassin d'emploi, il n'y a pas de développement économique s'il n'y a pas de lien entre les universités, les entreprises, etc. Il faut donc des réseaux maillés qui fonctionnent. Et le transport public, aujourd'hui, est un des arguments des métropoles pour leur développement économique et dans la compétition des métropoles. Et puis on arrive à la quatrième étape aujourd'hui, où tout ça explose. Finalement, on l'a dit, tous les modes arrivent. L'usager, qui était celui qui utilisait les transports publics, devient celui qui fait usage de sa liberté. C'est pour ça que je ne change pas trop le mot d'usager dans la FNOT, parce que le mot usager est en train d'être revisité, de retrouver une nouvelle jeunesse. Donc on ne va pas l'appeler client, on va continuer à l'appeler usager, mais il aura une nouvelle acception qui sera celle d'usager de la ville, peut-être. Voilà, donc cette quatrième étape, elle arrive, et les lois lui ont donné une consistance pendant l'été. Et on a maintenant un débat très important qui est de marier l'AO urbaine qui se développe avec sa propre logique et l'AO régionale qui a la maîtrise du ferroviaire et des cars interurbains qui a également sa propre logique. Avec l'extension des ressorts territoriaux, on se retrouve avec des gares, pas mal de gares en périmètre urbain. Et donc le mariage de cette logique urbaine et de cette logique régionale n'est pas évident. Et je crois, tu disais que les AO allaient s'entendre. Moi, j'observe que dans toutes les grandes métropoles aujourd'hui, que ce soit le Grand Paris, le Grand Lyon, le Grand Marseille ou le Grand Toulouse, on a cette problématique. Et qu'on n'est pas arrivé au bout, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses à développer sur l'utilisation des gares, des étoiles ferroviaires, avec derrière des lieux évidemment d'intermodalité. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de projets, et que ça revisite la notion de transport urbain, ou de mobilité plutôt, parlons de mobilité. Oui. Alors, sauf erreur... Sur l'R sur D, pour faire court, il n'y a pas 36 solutions pour moi. Je crois que la première façon d'améliorer le R sur D, c'est d'améliorer la productivité. Et la productivité passe par le partage de la voirie. 3% de vitesse commerciale accélérée, c'est 150 000 € par an. Voilà. Bon, alors il faut réfléchir très vite quand même, mais on n'a pas besoin, on peut économiser un bus et un chauffeur en améliorant la traversée du centre-ville. C'est évident, ça sérénisera nos villes, ça donnera sa place à la marche à pied, ça donnera la place aux autres modes doux. Et il y a donc là des gains de productivité considérables pour améliorer le R sur D. Oui. Après, les autres moyens, c'est quand même... moi, je ne me suis jamais déclaré hostile à l'augmentation des tarifs. Et les recettes des usagers sont sans doute insuffisantes, à condition qu'on lie l'accroissement des tarifs à l'accroissement de la qualité, ce qui, quand même, en Ile-de-France, est une absolue nécessité quand on parle de fiabilité, quand on parle de ponctualité, quand on parle de fréquence. Voilà, si ces conditions-là sont réunies, il n'y a pas de raison que les recettes des voyageurs ne contribuent pas davantage à l'équilibre du R sur D. Alors, sauf erreur, puis après, il y a le financement par les externalités qu'on n'a pas évoqué, enfin qu'on a beaucoup évoqué. Ça a été évoqué. Je crois savoir, j'en suis même sûr, que la FNOT, dans la foulée du gouvernement, si j'ai bien compris, qui a récemment lancé une conférence à ce sujet, voudrait transformer la LOTI, la célèbre LOTI qui régit les transports en France depuis quelques décennies, en LOMI. Là aussi, c'est remplacement du T de transport par le M de mobilité. Alors, quelle est la... Je crois que la FNOT soutient cette initiative, et quels en seraient, là aussi, rapidement, les principaux aspects? Qu'est-ce qu'il faut changer? Alors, c'est une initiative de Manuel Valls. On a trouvé qu'elle était bonne. Oui. Donc, on a réagi en proposant nous-mêmes, en faisant des propositions à mettre dans une nouvelle loi. Alors, pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit, tout a changé. Beaucoup de choses ont changé. L'ouverture à la concurrence de l'autocar, la prochaine ouverture à la concurrence du ferroviaire, l'émergence de Blablacar, les nouvelles technologies, le numérique qui a besoin d'être quand même encadré d'une certaine façon. On y vient petit à petit. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé qui justifient une loi sur cette mobilité et puis peut-être une programmation, parce qu'on l'évoquait aussi, il faudra une programmation. Mais le deuxième volet, c'est que le transport, et c'est peut-être la cinquième étape, doit être un outil de la transformation énergétique et environnementale. Et ça, c'est aujourd'hui pas pris en compte, et il faut le prendre en compte, et ça peut être inscrit dans une loi. Je ne développe pas, mais tout le monde comprend que derrière, il y a une fiscalité environnementale, voilà, une intermodalité entre les modes. Il ne s'agit pas que tous les modes se concurrencent n'importe comment, et en particulier au niveau régional. Si on veut optimiser le système, il faut que les modes se parlent et se concordent. D'ailleurs, on n'arrivera pas à sauver toutes les voies ferroviaires, et donc il y a de la place pour le car.
Marc Papinutti, le mode fluvial a ceci de commun avec le mode des transports publics que ce sont des modes dits vertueux. Donc, en quoi consiste cette vertu? Est-ce qu'elle est, oui, elle est globalement réelle, malgré peut-être le fuel parfois consommé par les péniches. Mais est-ce que ce mode vertueux a une histoire récente qui s'est extrêmement positive, puisque Jacques Trorial le rappelle d'ailleurs dans un excellent article de ce numéro 500. Il a, en tout cas depuis la dizaine, après une période du lendemain de la guerre, où il avait une place relativement forte encore, il a vite été concurrencé par l'automobile. Et puis, en gros, parce que c'est pas à moi, c'est à vous de le dire, il revit depuis en gros une dizaine d'années, avec un peu des hauts et des bas, et c'est ma question finale, avec des résultats réels ou pas en termes de report modal. Bon, tout d'abord, merci. Et j'entendais les 500 ans. Moi, je voulais dire, il y a 350 ans, j'ai fêté avec le président de la République, il y a 2 mois, une concession qui s'appelait le canal du Midi. Donc ça fait aussi 350 ans que nous, on existe avec nos mêmes débats, concession ou pas, paiement par l'usager, paiement par l'impôt, par contribuable. Deuxième point, aujourd'hui, le transport fluvial, il est parce que les marchandises ne votent pas. Ça, c'est quand même un fait assez connu, notamment au présidentiel. Par contre, il y a quand même des villes comme Conflans-Sainte-Honorine qui ont beaucoup de bateliers. Donc beaucoup de ces artisans qui font le transport. Et là, ils votent. Et il y a eu un homme politique majeur pour le fluvial, c'est Michel Rocard, qui justement a entendu que le transport fluvial existait et que le réseau n'était pas en bon état. Ça lui a donné 2 idées. Un, créer VNF, ça il a été assez rapide. Et une deuxième, de lancer Seine-Nord. Bon, c'est plus long, mais c'est aussi la vie des grands projets. Donc ces 10 dernières années ou 15 dernières années, le fait qu'on ait eu VNF et de l'investissement, et puis ces 4 dernières années qu'on ait fusionné les services de l'État avec VNF dans un même objectif, alors nous on essaye de dire satisfaire des clients ou des usagers, a été quand même basé sur un autre point, c'est qu'il y a eu de l'argent. Et l'argent, là, nous, on a compensé, ça s'appelle la taxe hydraulique. C'est les usages de l'eau, notamment l'hydroélectricité et surtout EDF qui avait besoin de refroidir. Donc ça nous a permis de remettre en état une partie du réseau. Ça n'a pas sauvé le réseau. Nous avons 2 réseaux, en fait. Un réseau, j'allais dire, un grand gabarit, avec 3 axes connus, le Rhône, la Seine en France et puis le Nord. Et puis derrière, on a le Rhin et la Moselle qui sont des axes internationaux, avec une vision... alors là, il y a une frontière. Quand on est sur le Rhin, on n'est plus en France. Le transport fluvial, c'est quelque chose de normal, de naturel. On va dans un port maritime à Rotterdam ou on va à Anvers, c'est 50% des conteneurs partent par le fluvial, quoi. On n'est pas en train de parler de comment on va avoir un report modal. On ne sait pas évacuer Rotterdam sans avoir du fluvial. Mais on a sauvé une partie de ce réseau dans notre réseau à nous. Et puis on a un réseau dit Fraissinet. Alors là, c'est un peu plus d'un siècle. On a encore des barrages par endroits manuels. Il faut savoir que j'ai encore 400 barragistes qui arrachent des aiguilles de 20 kg à 30 kg tous les hivers pour réguler le plan d'eau. Je n'ai pas trouvé la solution socio-économique à mes 2 mètres à penser, soit Alain, soit toi, sur comment je peux rentabiliser le fait qu'il n'y ait plus ces hommes pour le faire, mais on les a encore. Et je pense que dans nos modes un petit peu alternatifs, on a encore ces sujets. C'est comme si sur la route, on n'imagine pas sur la route des travaux de cette nature, nous on les fait encore. Et on l'a transformé parce que d'un côté, les bateaux se sont transformés, sont devenus plus gros, donc ils ont pris le bon côté du fluvial, c'est-à-dire la capacité de transport massive qui permet d'abaisser les coûts. Et puis se sont modernisés, donc j'ai encore mes cars Citroën à moi, ou mes cars Chaussons, c'est des Fraissinet. Certaines ont 40, 50 ans. Mais moi, elles naviguent encore. Donc, on sait les moderniser. Et on investit dessus pour les moderniser. Même à les remotoriser avec des moteurs propres, voire hybrides, voire demain des piles à hydrogène. Donc, on peut réintroduire de l'innovation. Mais aussi parce que le monde, à la fin des années 2000, au début des années 2000, c'était la fin du tour de rôle. Là, on est dans un système totalement régulé. Donc, on s'est libéralisé à notre manière.
Et on a une génération de transporteurs qui sont rentrés sur le marché, qui sont apparus, qui sont organisés, qui sont dans l'international, qui parlent toutes les langues, qui vont un peu partout. Donc on a modernisé. De l'autre côté, l'infra est en meilleur état. On n'a pas tout fait et on a encore des choses à faire. Et puis, je pense, et là on revient sur les agglos et les villes, je pense que les agglos sont le secours, le côté sauveur. C'est-à-dire que on comprend aujourd'hui que les 300 tonnes, les 1000 tonnes, ça peut traverser Paris, ça peut traverser Lyon. Et donc on peut aller un peu plus loin. On peut rentrer dans la ville par un mode qui a transporté 1000 tonnes. Vous ne le savez peut-être pas, mais tous les jours, il y a 2000 tonnes de sable et gravier, 2000 tonnes de ciment qui arrivent à l'entrée de Paris et qui font tout le béton, tout le BTP. On ne penserait plus aujourd'hui à un grand projet sans ça. Donc voilà, mais ça, je rends hommage à un homme qui a été visionnaire avec une profession derrière, Michel Rocard, pour ça. Et pour les ports, là c'est plus compliqué parce que le client portuaire, je me souviens d'un autre grand homme auquel je pense aussi assez souvent moi, Christian Brossier, il nous parlait des clients vers l'extérieur, de l'Interland. Les clients vers l'extérieur sont déjà difficiles aujourd'hui pour les grands ports maritimes. Donc le service vers l'intérieur n'est pas si évident que ça. On le travaille avec François qui est au fond bien caché sur les THC par exemple, parce que le fluvial ou nos modes alternatifs à la route, on a un handicap profond, on a un coût de manutention à chaque fois. On monte, on descend, ça ne se fait pas naturellement. J'ai dit qu'elle ne votait pas les marchandises, mais elle ne se déplace pas non plus pour l'instant par elle-même. J'espère un jour qu'on pourra faire un système plus intelligent, j'entends bien, dans la livraison urbaine ou autre, mais qui permettront que, à la limite, ma péniche, elle arrive à Paris, au cœur de Paris, puis la Nespresso sera livrée automatiquement, directement. Donc ça veut dire que cette intermodalité port fluviaux, port maritime, ou fluvial, mode fluvial et port maritime ne fonctionne pas comme elle pourrait. Elle ne fonctionne pas comme dans les ports du nord de l'Europe. Voilà, on va pas en dire plus, ça ne sert à rien de... Mais c'est pas seulement une question de géographie. Parce qu'il y a quand même une particularité, c'est que les ports de l'Europe, ils ont 300 millions d'habitants juste derrière le Rhin. Oui. Et que le Rhin, il va tout droit. Je ne veux pas vous enlever la géographie, mais déjà, la Seine, elle fait des méandres. Je suis sûr qu'il y a 150 ans, des ingénieurs devaient réfléchir à rendre la Seine plus droite. Ça n'a pas été réussi à ce moment-là. J'en suis à peu près certain. J'ai vu des projets pour couper, comme on a fait après pour le ferroviaire et comme on a fait vraiment pour les autoroutes, qui, elles, sont allées tout droit. Mais honnêtement, il n'y a pas la même place, mais on l'a dit tout à l'heure. La place de la route est différente en France. Elle est historique, elle a été développement. On a le développement de l'infrastructure qui a suivi. Nous, on a eu jusqu'aux années 2000, en plus, une profession qui n'était pas dans le dynamisme. On a introduit les pousseurs à l'américaine, c'est sur la Seine, mais on n'a pas le grand gabarit naturellement. Aujourd'hui, on est encore... Le convoi le plus gros, c'est 4000 tonnes. Vous allez aux USA, c'est 40 000. Vous allez au Vietnam, il y en a 30 000 tonnes. Donc on n'a pas encore ce passage-là. Et après, on a cette importance de l'intermodalité ou de la multimodalité, mais surtout, nous, il faut monter et descendre le produit. Et en général, cette manutention, elle a un coût, un surcoût. Et en plus, on est sur de la massification, ce qui n'est pas toujours facile, même si je pense que dans les grands ports maritimes, quand les navires qui vont escaler vont dépasser les 20 000 boîtes, l'escale sera de 2 000 ou 3 000 conteneurs. Ça fait 4 km de poids lourds qui feront la queue à l'entrée du port du Havre. Ça fait qu'une dizaine de barges qui vont entrer dans Paris. Donc ça ne se verra pas chez nous, ça se verra ailleurs. Est-ce que Seine-Nord, qui commence à prendre son envol, si je puis dire, va faire du bien au mode fluvial et va faire du bien aussi à un certain nombre de ports du nord de la France, parce qu'il y a quelques... Tout d'abord, moi je rends hommage, il y en a un qui est là, qui se souvient très bien du SIAT de décembre 2003, j'en faisais partie, c'était une grande décision, ou même plusieurs, Olivier, excuse-moi, oui, c'était une des grandes décisions du SIAT de décembre 2003. Donc je rappelle que ça, c'était sorti, avec aussi d'ailleurs, pour être un peu vicieux, l'écluse fluviale de Port 2000, mais ça c'était pour sourire un peu. Il y avait d'autres projets dans le SIAT. Et ce n'est pas qu'un projet d'infrastructure. Mais sur la partie infrastructure, il y a un rôle. Il y a un bassin de la Seine, c'est un petit bassin fermé. À côté, il y a 20 000 km de grands gabarits de voies d'eau avec des utilisations telles que j'en parlais. Ne serait-ce que ça change le marché. Parce que moi, j'ai des clients ou des usagers, mais il faut qu'ils soient dans un marché. Après, c'est un deuxième type de projet, c'est un projet de territoire. Ne croyez pas que les collectivités qui vont cofinancer à 50% avec l'État et à côté avec l'Europe, si ce n'est pas parce qu'il y a un projet de territoire derrière, elles ne le financent pas sur leurs impôts de leurs votants, que pour le plaisir de l'infrastructure qui fait passer. Et ça sera évidemment dans le territoire
le territoire, c'est d'une part le nord de la France, c'est aussi le territoire mouillé, parce que ce qui un peu caractérise notre infrastructure, c'est qu'on peut avoir des ports, mais on peut avoir des usines, on a des industries locales, l'agroalimentaire, l'industrie de BTP et autres. Donc on a des trafics de base, nous, qui sont des trafics de territoire, et qui en plus ont la chance de ne pas être délocalisables. Enfin, quand les céréales vont mal, vous voyez bien que la première chose qu'on fait, c'est qu'on les garde pour chez nous, on ne les exporte pas. Mais quand elles vont bien, on fait de l'export international. Et là, ne serait-ce que pour des gens comme Soufflet, pour prendre un exemple, ou les céréaliers, l'export international et pour nos trafics, c'est le socle de ce qu'on a. Après, il y aura un débat sur la logistique, sur les conteneurs, sur la manière dont ça peut se passer. Mais là aussi, on a des limites qui sont physiques, c'est les hauteurs de pont. Je ne vais pas monter le TGV sous exploitation Paris-Nord pour faire une couche de conteneurs de plus. C'est sur l'autoroute du Nord sous exploitation. Je pense que je serais un peu ridiculisé assez rapidement, à la fois en termes économiques, mais encore plus en termes techniques. Donc, troisième point, évidemment, je continue de penser que des projets comme cela, projets de territoire, projets complets, ont, dans le cadre dans lequel on est, dans les débats dans lesquels on est de société, une toute importance parce que on fait un autre système. Alors, c'est sûr que par rapport à Uber, on n'est pas très rapide. Hein. Je reconnais que l'innovation... Mais je vois une chose, c'est que ces innovations qu'on peut arriver, elles peuvent se créer, elles sont sur d'autres systèmes, ceux qui arrivent, mais qui sont en plus plus respectueux de l'environnement, je m'en excuse. Et j'espère bien que demain, j'aurai des piles à hydrogène qui seront dans les bateaux. On va en expérimenter bientôt à Lyon. Yves, quelle est ta vision de tout ça? Quels sont, on a parlé, par exemple, de report modal. Alors, tout dépend de quel mode vers quel mode on parle. Mais par exemple, sauf si Bruno me dit l'inverse, à quelques exceptions près, le report modal des transports de la voiture vers les transports publics a marché, mais dans des proportions pas très. Il y a certaines villes, mais mieux que d'autres, parce qu'elles ont un réseau de transport public très fort, mais globalement, ça n'a pas beaucoup marché. Bon, le report modal, la question que je posais à Marc Papinetti, report modal dans le domaine des conteneurs, des modes dits, des modes vertueux vers les modes, enfin, des modes moins vertueux, qui est censé être l'automobile, dont on va dire un mot aussi, vers les modes vertueux, ne fonctionne pas non plus très très fort. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des lourdeurs économiques qui expliquent tout ça? Non, je crois qu'il y a des lourdeurs économiques, bien sûr. Le problème du report modal, c'est qu'on veut en faire une baguette magique, alors que c'est simplement un outil d'optimisation. Et donc, quand on vous dit en 1995, 97, 2000, on est à 55 milliards de tonnes kilomètres sur le ferroviaire, on va passer à 100 milliards de tonnes kilomètres. Voilà, c'était pas très difficile de dire qu'on n'y arriverait pas. Voilà, donc imaginez que on va vivre Paris sans voiture. Il y a des gens qui disent ça. On va faire disparaître les voitures des villes. Oui, pour quelques rues piétonnes. Oui, pour des centres-villes, notamment des zones touristiques. Non, bien sûr. Il y a 16 millions de déplacements par jour dans la région parisienne, un peu plus maintenant, dont 8 millions qui se font en automobile de périphérie à périphérie. Donc, vous voyez, le problème, c'est qu'on prend un slogan, c'est comme le titre « Mobilité durable »,« Mobilité soutenable », on en fait un mot valise dans lequel on met un petit peu de tout dedans, et voilà, on espère avec ça faire l'unanimité, avoir du consensus, et ainsi de suite. Donc, là où il a été fait, enfin, regardez les villes françaises, vous vous promenez aujourd'hui à l'intérieur de Mâcon, à l'intérieur d'Annecy, à l'intérieur de Nantes, à l'intérieur de Lyon, la ville a complètement changé. Parce qu'on a donné de la place aux piétons, parce qu'on a donné de la place aux vélos, au transport public. On a mis des tramways qui ont tout un tas d'avantages, notamment de ne pas être trop bruyant, de ne pas aller trop vite, de prendre de la place à l'automobile. Donc on voit très bien que ce qui a été fait en termes de report modal à l'intérieur des villes-centres est plutôt bon. Bon, rappelons quand même qu'on avait 20 ans de retard à peu près sur les Suisses et les Allemands. Mais, et même, juste pour s'amuser, vous savez que les idées germaniques descendent en France. Alors donc, en gros, voilà, Lyon le fait à peu près 10 ans après Strasbourg et Marseille 10 ans après Lyon. Donc Bastia va y venir bientôt. Donc vous voyez, donc ce qui a été fait à l'intérieur des villes a été plutôt bien fait. Il faut s'en réjouir. Et il faut savoir que derrière ça, il y avait quelque chose qui s'appelle le versement transport. Donc je reviens à ce que disait Rivera. Il y avait une recette affectée
Et il y avait donc des moyens de développer des modes. Alors ça n'a pas toujours été bien fait parce des fois on a vu un petit peu trop grand et un petit peu trop riche. Donc voilà, ça avait du sens. Ensuite, dire que l'on va... alors je suis désolé Marc, tu connais mes opinions là-dessus. Voilà, dire qu'on va augmenter le trafic de voies d'eau grâce à une infrastructure, ou dire qu'on va surtout enlever, on va augmenter bien sûr le trafic grâce à Seine-Nord, mais dire qu'on va enlever les autoroutes, les camions de l'autoroute A1 pour les mettre sur la voie d'eau, ça c'est des chimères. Parce que la voie d'eau et le ferroviaire sont sur le même secteur. La fortune politique du canal Seine-Nord, c'est l'incapacité du fret ferroviaire français à se développer. Puisqu'en Allemagne, le fret ferroviaire a fait plus 40% de trafic, de 75 à 115 milliards de tonnes-kilomètres. Tout a été pris sur la voie d'eau. Pas un point de part de marché a été pris sur la route. Donc voilà, c'est cette chimère qui est purement politique. Quand M. Guessou, Mme Voynet nous disaient « on va mettre les camions sur les trains », pourquoi? Il s'adressait à des automobilistes. Et le jour où j'ai entendu M. Estrosi dire la même chose, et quand je me dis Estrosi dit la même chose que Guessou, je me dis il y a un loup quelque part. C'est-à-dire que les uns et les autres nous racontent des sottises. Et ils racontent des sottises parce que nous, automobilistes, bien sûr, on déteste les camions. Donc on nous raconte des cracks en disant on va sortir les camions des routes. Or, comme, la formule que vous connaissez maintenant, pour la route, l'utilité de l'utilitaire est supérieure à l'utilité de la voiture particulière. C'est vrai pour les marchandises en ville. Alain Bonafou a fait un très bon papier dans cette revue. C'est vrai pour les routes. Il est plus utile de faire circuler les camions que de faire circuler les voitures. Mais ça, c'est indicible pour les électeurs. Parce que si tu dis ça à tes électeurs, tu ne seras pas élu. Voilà. Si tu dis les camions ont plus d'utilité que les voitures à Cagnes-sur-Mer, voilà, tu vois ce qui va se passer. Donc le problème, c'est bien ça. C'est que derrière l'idée de report modal, il y a de très très bonnes choses. Il y a des perspectives. Et encore une fois, le ferroviaire français pourrait faire beaucoup mieux que ce qu'il fait. Il y a eu un petit redressement. Mais l'année 2016 a été très mauvaise, mais il y a eu un petit redressement en 2012-2015. Mais nous faire croire qu'on va débarrasser les camions des routes, non, ça c'est pas possible. Et le fret ferroviaire marche en Russie ou aux États-Unis parce que c'est pas la même géographie, tout simplement, et qu'on peut pas faire le fret ferroviaire russe ou américain. Donc voilà un petit peu le problème. Mais c'est le problème général des transports, c'est que on est obligé de faire rêver pour en parler. Donc il faut produire des chimères comme le train Hyperloop à 1000 km/h, le retour du Concorde, les drones qui vont vous livrer à domicile des colis. Enfin, qui peut croire à de telles sottises? Mais bien sûr que c'est possible de livrer un colis par un drone, bien sûr que c'est possible. Mais 30 millions de ménages qui se feraient livrer par drone à domicile, ça n'a pas de sens. Et donc le problème, c'est que le report modal, c'est ça. C'est quelque chose sur lequel il y a un fond de logique, d'optimisation. Il y a des modes qui n'ont pas de sens à certains endroits. Il faut les enlever, il faut en mettre d'autres. Mais après, on nous raconte des sottises. Et puis après, toutes les chimères des différents lobbies arrivent. Voilà, ceux qui sont pour les scooters électriques, ceux qui sont pour le je ne sais quoi. Enfin, voilà. Alors, dans l'excellent papier que tu as signé en ouverture de ce numéro, tu évoques le concept d'hypermobilité. Tu as évoqué la façon dont la vitesse a évolué et est perçue aujourd'hui. Bon, alors, il y a eu un accroissement évident de la vitesse, pas du temps passé dans le transport, mais comment ça s'analyse tout ça? Par rapport à il y a 60 ans, c'est le changement clé. Le changement clé, c'est que la portée moyenne, le nombre de déplacements par jour est entre 3 et 4, il ne change pas, mais la portée moyenne de ces déplacements a énormément augmenté. Que ce soit pour ceux qui se déplacent en zone urbaine, qui vont travailler à 10 ou 20 km, ou des gens comme moi qui, une fois par semaine, prennent le TGV pour venir à Paris. Donc cette augmentation de la vitesse moyenne de déplacement est quelque chose de fondamental. Alors ça n'empêche pas que des modes lents comme la marche à pied ou le vélo ont leur place. Mais on peut prendre la marche à pied pour aller ensuite prendre un TGV. Donc la question de l'accès à la vitesse est la chose fondamentale. Chaque Français fait en moyenne 40 km par jour. En général, les cadres en font beaucoup plus. Moi, j'en fais 400. Donc ça, c'est l'élément clé. Et donc, c'est ce que disait très bien Georges Amar, la mobilité devient la vie. On ne peut pas imaginer de vivre sans portable, aujourd'hui, comme il l'a dit, mais de vivre sans mobilité. Alors, soit cette mobilité digitale, soit cette mobilité qui fait qu'on va passer d'un vélo à un train, à une voiture de location, etc. Donc ça c'est ce qui a fondamentalement changé depuis une centaine d'années. Mais cette hypermobilité, elle sort bien sûr à un phénomène simple, qui est la rareté de l'espace, la rareté des fonds publics. Et donc tout le monde ne peut pas se déplacer à 50 km/h en ville.
Et c'est pour cela qu'en ville, on se déplace. En moyenne, à Paris, la vitesse de déplacement, c'est 9 km/h. Et c'est très bien comme ça, parce qu'il y a une très forte densité d'emploi. Par contre, évidemment, sur une autoroute, on peut se déplacer à 130 km/h. Donc le problème, c'est bien encore une fois, la crise de la mobilité qu'on peut ressentir, c'est une crise d'abondance. Ce n'est pas une crise de pénurie. Pour nous, dans notre tête, la crise, c'est la guerre, il y a les rationnements, il y a une pénurie de pétrole, et bientôt, il n'y aura plus je ne sais quoi, de terres rares, je ne sais quoi. Et c'est cette vision archaïque de la crise que nous avons. Or, les crises que nous traversons sont des crises liées à l'abondance. Parce que derrière l'hypermobilité, il y a bien sûr la société hyper-industrielle dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire que vous et moi, en moyenne, nous consommons 140 kg de marchandises par jour, y compris le sable et le ciment qui rentrent dans Paris. Et ces 140 kg, on fait en moyenne 100 km. Voilà ce que signifient les 300 milliards de tonnes-kilomètres transportées par jour en France. C'est 140 kg de marchandises par individu et qui font 100 km par jour. Voilà. Ça, c'est la société hyper-industrielle, même avec la désindustrialisation. Parce que les services, les trains, les banques, les ordinateurs, ça fonctionne avec des biens. Donc, c'est bien, le problème, il est là. Et ce qui s'est passé en zone urbaine, l'automobiliste de base ne comprend pas. Pourquoi on m'empêche de rouler en voiture et d'aller me garer devant le boulanger? Pourquoi on me fait payer le stationnement? Tout simplement parce que, prenons l'agglomération lyonnaise, 1 500 000 habitants, il y a 600 000 voitures immatriculées. Et 500 000 qui rentrent chaque jour dans l'agglomération, dont certaines qui ne viennent pas de l'agglomération. Quand vous avez un flux de ce type-là, vous prenez la décision de M. Collomb récemment de dire je serre la vis. Au lieu de faire une nouvelle infrastructure, je vais resserrer, très doucement, en allant doucement, je vais resserrer l'axe A6 A7 pour envoyer des signaux en disant ne venez pas dans le tunnel de Fourvière. Donc autrement dit, on gère l'abondance en recréant la rareté. C'est ça les paradoxes qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui. Monsieur le sénateur, mais là je m'adresse à monsieur le maire plutôt, est-ce que vous allez faire comme votre collègue parisienne qui vient d'annoncer une très très forte hausse à venir du stationnement à Paris en application de la loi que, sauf erreur, vous avez fait voter au Parlement? Donc est-ce que ça veut dire que, faute de péage urbain, ça veut dire qu'il n'y aura pas de péage urbain en France? Enfin, on ne peut pas prévoir l'avenir, mais enfin, on a l'impression que ça ne va pas se faire comme ça, et qu'en revanche, la politique de stationnement va se sévériser de plus en plus et jouer ce rôle, finalement, de dissuasion de la congestion. Je reconnais un échec. J'ai fait introduire dans la loi de Grenelle II, pour la première fois, la possibilité de créer des péages urbains en France. Le Sénat ne savait pas quelle était la position qu'on pouvait prendre dans ce domaine, moi non plus. Et donc, j'ai fait le tour d'Europe pour aller voir comment fonctionnait le péage urbain dans les différentes capitales. Bien, je suis revenu convaincu. C'est efficace. Alors, tout dépend de ce qu'on veut. Tout dépend de ce qu'on cherche. Soit on cherche à faire de beaux discours, à être un peu démagogue aussi, par exemple. Soit on cherche à être efficace avec une vision. Il vous faut cette vision-là. Nous ne l'avons absolument pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut? Et après, quand vous m'aurez dit ce que vous voulez, moi, je vais pouvoir décliner toute une série d'opérations. Si vous voulez avoir une circulation, là, tous les matins, quand vous vous réveillez, à la radio, vous entendez 300, 400 km de bouchons, de congestion. Ça heurte plus personne. Et vous faites la queue. Et vous êtes là dans votre bagnole et vous attendez. Et puis, il y a la pollution en quantité, j'allais dire, industrielle. Eh bien, on supporte ça. À l'arrivée, il y a 42 000 morts prématurés. Ça choque personne. Bon. Donc, on a une perception de nos contraintes, j'allais dire, de la société actuelle, dans laquelle nous pourrions être un tout petit peu plus, j'allais dire, efficaces. Donc, je regarde en Europe, je vois qu'on met le péage urbain. Il y a 1000 types de péages urbains. Il n'y en a pas un seul, il y en a 1000. Bon, vous pouvez faire du péage urbain en fonction des heures, en fonction de la pollution de la voiture, en fonction de tout ce que vous voulez. Mais ça réduit. Voilà, ça réduit. Ça réduit de manière significative, de 10-15% minimum, la circulation. Et vous savez que quelquefois, avec 1% de différence, vous arrivez à fluidifier. Donc, les gens retrouvent à ce moment-là une circulation plus facile, plus simple, il y a beaucoup moins de congestion. La contrepartie nécessaire et indispensable, c'est de mettre
à côté, hein, des transports alternatifs. Parce que si vous empêchez les gens de circuler dans leur voiture, il faudra bien que vous leur donniez quelque chose à côté. Bon. Donc, parce qu'ils vont continuer à circuler. Je suis bien d'accord là-dessus. Mais ce que j'ai constaté, c'est que dans tous les pays européens, on avait un système, effectivement, dans les pays européens civilisés, on avait un système de péage urbain qui fonctionnait bien. Et personne, je dis bien personne, n'est revenu en arrière. Et je n'ai pas vu de révolution dans ces pays-là, puisque même à Rome, un pays latin, on le voit. Deuxième point, donc j'ai introduit ça dans la loi, personne n'a osé le faire. Voilà, bien. C'est un problème de courage politique aussi, hein. Je pense qu'on a, sur beaucoup de dossiers, manqué de courage politique en France. Le deuxième point, c'est sur, effectivement, la décentralisation du stationnement. C'est pire. C'est pire. Eh bien, à Paris, vous avez 10% des automobilistes qui payent leur stationnement. Il paraît que c'est pas vrai. Mais enfin bon, c'est une association qui a raconté que c'était pas vrai. Je sais pas si c'est très crédible. Bon, moi, j'attends de voir l'association en question. Alors. Parce que c'est moi-même, il y a quelques années, quand je grattais là-dessus, sur ce dossier, qui ai découvert un rapport tout à fait, alors vraiment impartial et neutre de 4 ministères, enfin de 4 inspections générales de 4 ministères différents, qui disaient déjà à l'époque que Paris tournait autour de 15%. Et moi, ce qu'on me dit aujourd'hui, c'est qu'on est descendu autour de 10%. C'est-à-dire qu'à Paris, il y a 90% d'automobilistes qui ne paient pas de manière spontanée le rotateur. Et les études qui ont été faites, encore une fois pas par moi, hein, par des inspections générales, montrent qu'en province, le taux est meilleur. On est autour de 30%, avec, là aussi, ça va de 15 à 45. Mais c'est rare que ça dépasse le 45. Vous prenez autour de nous quelques pays européens, je ne vais pas chercher le Burkina Faso, moi. Bon, vous allez à Londres. Je trouve des places libres dans le centre de Londres, dans l'hypercentre. Pourtant, je croyais que c'était une ville-monde. Eh bien, il y a encore des places libres. Pourquoi ? Parce que le système mis en place, non seulement c'est le péage urbain, mais ensuite, derrière, vous avez un système très, très coercitif qui fait que, à ce moment-là, vous n'utilisez votre véhicule que dans des conditions bien précises et non seulement vous ne fraudez pas, parce que la dépénalisation du stationnement, je tiens à le dire à haute et intelligible voix, ne s'attaque pas aux voitures et aux automobilistes. Au contraire, elle va libérer des places de stationnement qui sont indûment occupées aujourd'hui. Et donc, le premier bénéficiaire de la décentralisation du stationnement, c'est l'automobiliste. Enfin, il va trouver des places. La deuxième chose, c'est que la dépénalisation du stationnement lutte contre, non pas les gens qui vont se stationner, payent, il n'y a pas de problème. Non, lutte contre les fraudeurs. Donc j'attends qu'on vienne me dire en face qu'on est pour la lutte, non, contre les fraudeurs ou pour les fraudeurs en l'occurrence. Donc la dépénalisation du stationnement dans les autres pays européens autour de nous, après, et c'est là où il faut un peu de courage, effectivement, parce que dans les premiers mois, ça bouscule les habitudes culturelles des uns et des autres. Bon. Mais après, c'est terminé. Et même des gens du Sud, par exemple en Espagne, acceptent parce que c'est rentré dans les mœurs, parce que ça fonctionne, etc., etc. Donc la dépénalisation du stationnement est un plus incontestable. Alors après, vous fixez la pénalité, au niveau pénal, a disparu. Bien. Donc c'est vous, commune, on donne cette liberté. C'est une décentralisation. Vous avez aujourd'hui, l'élu a la possibilité de fixer le tarif horaire. Et personne ne vient lui dire qu'est-ce qu'il doit mettre là-dessus. Mais par contre, il y avait une seule tarification à l'amende, à la pénalité, si vous respectiez par les règles du jeu, c'était 17 €. Paris décide de passer à 50 €. Très bien. À Londres, c'est 100 livres. Hein. Vous comprenez pourquoi c'est efficace. Bon. Et donc, la technologie moderne aidant en plus, vous allez effectivement libérer des places de stationnement dans les centres-villes qui crèvent aujourd'hui parce que, justement, l'activité est arrêtée par les voitures ventouses. Le système ne fonctionne absolument pas. Et on est là, on regarde, on se dit, tiens, donc ça ne fonctionne pas. Et personne ne bouge parce que c'est délicat. Ça y est, ça commence à évoluer. Bruno, est-ce qu'il faut donner plus de place
au mode ferroviaire d'une manière générale. Et est-ce qu'il faut que ce mode soit financé par la route ? Je caricature un petit peu. En clair, quelle est la vision des choses de la FNOT ? Moi, je suis intimement convaincu que le ferroviaire doit rester l'ossature du système de mobilité en France. Il doit structurer le système de mobilité. Et avec les grandes régions maintenant, c'est quand même le ferroviaire qui va organiser autour de lui la complémentarité des modes. Donc le ferroviaire, il est indispensable. J'ajoute qu'on est un pays quand même historiquement de villes et de villes moyennes, et que le ferroviaire est quand même celui qui a permis aux villes moyennes de perdurer. Et il y a encore aujourd'hui, en Bretagne, des réseaux de villes moyennes parfaitement bien desservis par le système ferroviaire, avec beaucoup d'intelligence d'ailleurs. Et je ne vois pas pourquoi dans d'autres régions, on ne peut pas également maintenir en vie des villes moyennes via un réseau intercité performant. Voilà, ça c'est pour le ferroviaire. La deuxième question, c'est le financement. Est-ce que la route doit financer le... Moi, je ne dirais pas que c'est la route qui doit financer le ferroviaire. Je dirais qu'il faut un peu d'équité entre les modes. Je ne trouve pas normal que quand on va de Melun à Paris, on paye son sillon en train et on ne paye pas sa route. C'est quand même... Ou quand on prend certaines autoroutes qui sont gratuites. Bon, c'est pas donner sa chance au train. Bon, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas gagner 20% de productivité sur le train. C'est évident. Aujourd'hui, on est en train de transférer aux régions des intercités. Le ratio R sur D pour les intercités, c'est 80%. Enfin, si j'enlève les trains de nuit et quelques autres. Bon, 80%, si l'exploitant ferroviaire est efficace, il peut baisser ses coûts de 15%, on est presque à l'équilibre. Donc, on ne va quand même pas fermer des lignes ou des fréquences pour des raisons comme celle-là. Il faut évidemment qu'il soit performant. Et après, il faut que... Alors, on parle toujours effectivement des externalités. Voilà. Mais faisons déjà respecter l'équité entre les modes. On dit toujours que le transport public est subventionné. Les autres modes sont défiscalisés largement. C'est-à-dire qu'il y a des niches fiscales un peu partout. Et il faut évidemment réduire les subventions, mais il faut aussi réduire les niches fiscales. L'avion, par exemple, ne paye pas son... Marc, une dernière question. Yves l'a évoqué un peu tout à l'heure. D'abord, il faut peut-être répondre à son doute sur l'impossibilité du transfert modal. Et je me souviens, il y a quoi ? Le temps passe si vite. Il y a d'avoir une quinzaine d'années, peut-être moins, où un accord a été signé entre le mode fluvial et le mode ferroviaire pour qu'il y ait une meilleure intermodalité. C'est même moi qui l'ai signé, donc c'était il y a moins de 7 ans. Hein. Ça me rassure, parce que j'ai toujours peur que ça passe trop vite. Il y a moins de 7 ans. Ça se traduit par quoi ? Est-ce qu'il y a des résultats tangibles ? Il y a peu de résultats tangibles aujourd'hui. On est en train de revoir avec SNCF Logistique. C'est la même personne, mais maintenant ça s'appelle SNCF Logistique. Et il y a effectivement un travail à faire sur la logistique, autour de la logistique. Ça a donné peu d'effets directs. On a eu plus de succès, nous, avec des gros donneurs d'ordre. C'est-à-dire que VNF, on a signé des conventions avec Lafarge, avec Cemex, avec des gros céréaliers. Ça a donné plus de résultats. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un moment, il faut aussi qu'on se repose la question, c'est qui décide ? Et traditionnellement, dans mes gros clients, c'est les gros chargeurs qui décident et qui décident du mode. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'accord qui va nous faire. On s'était posé beaucoup de questions sur l'intermodalité et sur les ports. Bon, puis après, on tombe toujours sur les sujets classiques. Qui va payer l'infra, qui va payer le rail, qui va payer l'entretien, etc. Mais c'était plus efficace avec les chargeurs. Pourquoi ? Parce qu'en plus, souvent, ce sont des opérateurs carrément privés. C'est-à-dire que c'est chez eux. C'est leur quai de leur usine historique. Et pour le report modal, je peux donner l'exemple de Soufflet. Là, j'en ai un réel. C'est-à-dire on fait du conteneur avec Soufflet. On remonte à Nogent-sur-Seine en traversant Paris et on le fait repartir. L'avantage, c'est que Soufflet a trouvé un marché, parce que et le marché qu'il a trouvé, c'est du Malte. Et le Malte, parce que ça repart en Chine, et que le coût du transport intercontinental étant tellement faible, le conteneur qui reparte vide ou avec du Malte, c'est bien. Et pour moi, ça fait un trafic dans les deux sens, parce qu'on a le fluvial a aussi ce besoin-là. Donc, je suis entièrement d'accord avec Yves, je ne vais pas vider l'autoroute du Nord. Et moi qui la pratique assez régulièrement en voiture, je sais ce que c'est. Mais je sais d'où viennent je vois aussi quelles sont les marchandises qui y sont. Donc, on ne va pas... Mais c'est pareil sur le Rhône. On ne va pas demain gagner tout le trafic. Par contre, on peut gagner des trafics qui sont certes à la marge, mais qui, eux, iront plus loin. Et deuxième point, moi je reviens parce que moi j'ai un réseau qui est immense. J'ai 6700 km. C'est à peine le quart du réseau ferroviaire. Sauf que mon réseau aujourd'hui, la question ne se pose pas comme d'autres, disant on va le fermer. Moi je ne peux pas le fermer parce que ça alimente en eau, il y a des poissons, il y a la biodiversité, donc il faut en faire quelque chose. On a trouvé des nouvelles utilisations. C'est le tourisme, c'est l'approche
La promenade, et je peux vous dire, j'entends beaucoup la mobilité en métropole. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a 80% du territoire qui est rural, qui recherche aussi une activité. Et autour du transport fluvial, le tourisme, les chemins de halage, le cyclotourisme, tous ces nouveaux modes de tourisme, on peut réinventer un territoire. Et là encore, non seulement ce n'est pas délocalisable, mais les étrangers viennent des États-Unis pour le visiter et le voir. Donc de temps en temps, il y a une mobilité positive par rapport à la mobilité habituelle. Et troisième point, même en ville, parce qu'en ville, moi aussi, je me suis posé la question, ça sert à quoi de dire qu'on va mettre des marchandises en ville? Eh bien, je vais vous donner un exemple. On peut partager, alors j'aime bien Lyon aussi parce qu'on innove pas mal là-bas. Disons que Lyon, c'est une des agglos avec le maire, le sénateur-maire, où il s'est reposé la question, il y a un fleuve, une rivière, même si c'est 2 fleuves, puis il y a un 3e fleuve qu'on appelle le Beaujolais, si mes souvenirs sont bons de l'école. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on a oublié le fleuve, à quoi il sert? Et on a reconquis les berges, on y a fait des promenades, on a redonné l'accès, et maintenant on fait même mieux, on y fait même du fret. Comment? Eh bien, il faut partager l'espace public, on le dit souvent dans nos modes de transport. Et bien là, voilà, tous les samedis maintenant, il y a une barge qui vient et qui fait le tri, qui est la déchetterie, elle est fluviale. Et ben, imaginez-vous en centre-ville une déchetterie, à Paris ou à d'autres endroits, ben on a regagné quelque chose. Ce n'est pas des énormes trafics, mais c'est l'inventivité des opérateurs et les fonctions. Pendant 2 ans, on va tester. Mais je peux vous dire que j'ai déjà d'autres demandes ailleurs, y compris dans une ville comme Strasbourg, où la question se pose, la même question se nature. Donc, soyons aussi capables de réinnover et de se redire, voilà, je ne parle pas de se dire, voilà, moi, mes fleuves, mes rivières, etc., on peut en faire autre chose, et quelle valorisation on y met. Et je rappelle que le tourisme, quand même, en France, c'est aussi un parti important de notre PIB, mais on n'y est plus trop habitué. Avant que Louis, s'il le veut bien, conclue cette réunion, parole à la salle. Oui, merci Elisabeth Dupont-Guerlain. Je voudrais peut-être revenir sur un point qu'on a assez peu évoqué en termes de grille de lecture de l'évolution, on va dire, historique et future des transports. Si on peut parler de voiliers, on peut parler de véhicules hippomobiles, de locomotives à charbon, puis l'arrivée du pétrole, l'électricité, donc l'énergie qui a évolué dans les transports. Aujourd'hui, on a un enjeu majeur qui est le réchauffement climatique, les transports qui contribuent de manière très importante aux gaz à effet de serre. Bon, à la pollution, le sénateur Louis Nègre l'a évoqué tout à l'heure. N'a-t-on pas là un enjeu majeur de poursuite de l'évolution des transports? J'étais contente d'entendre Marc Papiniti de parler de piles à hydrogène. Donc il y a des enjeux majeurs, c'est-à-dire que les enjeux d'exploitation, de développement durable, puisque c'est dans le titre, n'ont-ils pas aussi une composante technologique et pas seulement numérique? Yves ? Oui, tout à fait. L'autre jour, on a eu une présentation intéressante avec le CGDD, le France Stratégie, le commissaire général au plan, enfin l'anciennement, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire sur les motorisations des véhicules pour réduire les émissions de gaz à effet de serre? Et la présentation nous disait bien, si l'horizon c'est 2030, il faut miser à fond sur la réduction, sur les véhicules hybrides et sur la réduction des consommations, et donc sur les véhicules diesel. Si votre horizon c'est 2050, et donc un facteur 4 et pas seulement un facteur 2 ou 3, il faut passer à l'électrique. Donc effectivement, là, il y a un véritable enjeu pour savoir ensuite, il faut savoir si ces modèles sont relativement justes. Je crois que le problème que nous avons, c'est de présenter le changement climatique comme quelque chose de trop important et de trop lourd par rapport au système. C'est-à-dire que on nous dit qu'il y a une exigence qui est le changement climatique. Et si, au nom de l'exigence sur le changement climatique, on justifie un projet comme Seine-Nord, là, non, moi je ne suis pas d'accord. Parce que j'ai été à une thèse de doctorat qui nous disait on va faire un bus à haut niveau de service pour éliminer les émissions, réduire les émissions. Ça faisait la tonne de CO2 évitée à 6 000 €. Voilà. Donc il faut éviter que le changement climatique surplombe les décisions de façon excessive
Et je pense qu'il faut effectivement mettre en œuvre aujourd'hui les mesures qui, avec des coûts de réduction, de coûts de minimisation du CO2, il faut commencer par les mesures les plus faibles, c'est-à-dire réduire les émissions unitaires des véhicules, ce qui veut dire au passage réduire le poids, réduire sans doute la vitesse. Donc c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet. La Commission européenne l'a fait, elle aurait pu le faire beaucoup plus fortement après le Dieselgate. Et je pense que l'idée, moi ce qui me surprend, c'est qu'on nous présente le changement climatique comme un phénomène catastrophique, et les mesures qui vont avec sont relativement modestes. On vous dit qu'on va investir dans les logements, on vous dit qu'on va mettre des prises dans les... Tu avais fait tout un rapport là-dessus sur les prises à mettre pour les voitures électriques, on les attend encore. Je vous rappellerai juste un chiffre. Le trafic aérien en France a augmenté de 50%. Le nombre de passagers dans les aéroports a augmenté de 50% depuis 2000. C'est beaucoup plus que le transport aérien, ferroviaire, en tout cas de TGV. Dans le même temps, les émissions de CO2 du trafic aérien en France n'ont pas bougé. N'ont pas bougé. Alors bien sûr, on peut dire que des avions sont venus en France avec du kérosène chargé aux États-Unis. Mais le kérosène fourni aux avions en France, c'est la même quantité en 2015 qu'en 2000. Pourquoi ? Parce que le taux de remplissage des avions est passé de 70 à peu près 120 personnes en moyenne par avion, et parce que la consommation unitaire des avions baisse de 2 à 3% par an. Alors elle ne va pas tomber à zéro, et le transport aérien est un gros émetteur de CO2 à l'échelle mondiale, presque autant que le transport maritime, qui est quand même devant lui. Mais vous voyez bien que le transport aérien n'est pas quelque chose qui est aussi problématique que ça, et qu'effectivement, c'est lui qui est le plus problématique aujourd'hui, parce que c'est lui qui se développe le plus. Des 4% de développement par an, c'est plus ce qui n'est plus le cas du TGV, c'est plus le cas de l'automobile. Donc, vous voyez, je pense qu'il ne faut pas oublier que derrière les exigences du changement climatique, il y a déjà tout un tas de réponses qui existent. Et ces réponses, elles sont aujourd'hui plus sur les émissions unitaires. Je vous rappelle que pour réduire les émissions de CO2 dans les transports, il y a 4 leviers. Les émissions unitaires, les taux de remplissage, la mobilité totale et le report modal. La Grenelle a tout misé sur le report modal. Bon, on s'aperçoit que c'était sans doute une erreur, et on s'aperçoit bien que, donc, soit il faut réduire la mobilité, c'est un petit peu le cas en ville. Je vous donne juste les chiffres à Lyon, quand on a eu une journée de circulation alternée, et donc on a des chiffres, moins 20% de circulation dans le centre-ville, moins 18% en périphérie, plus 30% d'utilisation des vélos en libre-service. Donc il y a de la marge de manœuvre. Donc on peut peut-être réduire certaines mobilités. La moitié des déplacements en voiture en ville se font à moins de 3 km. Mais globalement, dans les 4 éléments, celui qui va jouer le plus, ce sont les consommations unitaires. Et c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet, avec un horizon qui n'est pas de nous dire demain la planète va brûler, comme disaient certains présidents de la République, ou le changement climatique, ça va être une catastrophe, ça va être une réalité. Mais se préparer à cette réalité, ça ne veut pas dire faire tomber des oukases. Ça veut dire aller vers des changements technologiques qui sont déjà à l'œuvre, que les constructeurs savent faire. La seule chose que je regrette, c'est qu'à un moment du Dieselgate, la Commission européenne ne l'aurait pas pu se taper sur les doigts. Parce que là, il y avait tout pour dire, écoutez, puisque vous avez fait ça, on va resserrer les exigences. On sent quand même que Yves Crozet est un élu. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un élu. Ouais, 250 électeurs, 250 habitants dans ma commune. Vas-y. Oui, Michel Valrave. Je voudrais d'abord remercier et, s'il le permet, féliciter le sénateur Louis Nègre pour son plaidoyer pour le péage urbain. Je crois que c'est une solution extrêmement rationnelle et, à l'inverse d'Yves Crozet, si j'ai bien compris, qui propose de réguler l'excès de demande ou la crise de l'abondance par l'organisation de la pénurie, je crois que cette politique conduit à des gaspillages absolument monstrueux que l'on peut observer dans la région parisienne, à une sous-productivité de beaucoup d'activités, des activités de transport, de livraison, artisanale. Donc je crois vraiment que le péage urbain est une solution qu'il conviendrait d'expérimenter et progressivement à laquelle il faut habituer les esprits. Et je me souviens aussi qu'en 1964, lorsqu'avec un de mes collègues, nous avons parlé dans un premier rapport du stationnement payant, ceci a soulevé un tollé,
On a dit jamais les esprits français ne s'habitueront à payer le stationnement. Eh bien, je crois que ce qui a été fait pour le stationnement payant, j'espère que demain, on le fera pour le péage urbain. Oui. Ah, vous avez un... Oui. Franck Dufferot, délégué général de l'AFRA. Bruno Gazo, comme tu l'as souligné tout à l'heure, tu as parlé de différentes étapes dans le transport et surtout dans ce pays de liberté où le transport s'est développé parce que l'usager a la liberté de son mode. Demain, on va passer à une nouvelle étape, c'est la liberté pour l'autorité organisatrice de choisir son opérateur dans le domaine du transport ferroviaire. Donc comment vous voyez cette nouvelle étape? Est-ce que vous la voyez comme un facteur de développement, d'innovation et surtout de challenge de l'entreprise historique? C'est à moi que vous posez la question. La FNOT, elle a une position assez claire. Elle est favorable à la concurrence des opérateurs et favorable à la complémentarité des modes. Donc, sur le ferroviaire, que l'on ouvre à la concurrence, c'est un gage de qualité de service, c'est un gage de vérité des prix. Et donc, c'est très positif. Voilà, on attend que ça se fasse, mais pour l'instant, c'est un peu long. Si j'ai bien compris, il faut un projet de loi, il faut des accords sur que fait-on du personnel, est-ce qu'on le transfère, est-ce qu'on le reprend, est-ce qu'on ne le reprend pas, est-ce qu'il garde son statut, est-ce qu'il garde son sac à dos social. Enfin bon, il y a beaucoup de questions qui sont posées. Ça ne se fera pas en un jour, donc je pense que ça viendra peut-être après les élections. Il y a une appétence, je pense, qui commence à émerger, donc il n'y a pas de raison qu'in fine, ça ne se fasse pas. Et je regrette que ça n'ait pas été fait concomitamment avec l'ouverture à la concurrence de l'autocar, parce que ça aurait vraiment réveillé les espérances de gain de productivité dans le ferroviaire. Peut-être un complément là-dessus, sur l'ouverture à la concurrence, qui est un sujet majeur, je dirais, pour nous. Je me souviens que quand j'ai été élu au Sénat, c'était en 2008. Mon premier amendement a été l'ouverture à la concurrence dans le ferroviaire. Je me suis fait taper sur les doigts par tout le monde, y compris par les miens, à droite, avec un gouvernement de droite. Eh bien, j'ai le plaisir de vous dire que les idées ont évolué. Quand je discutais encore il y a 15 jours avec Vidalis, il dit « Ah, ben maintenant, la concurrence, non, c'est fini. On est d'accord là-dessus, ça y est, c'est dans les textes. » Donc, en l'espace de très peu de temps, finalement, on est passé d'une situation complètement bloquée à une situation qui va évoluer, je l'espère, va évoluer beaucoup plus rapidement. Je crois qu'il faut avoir la prudence de parler de concurrence régulée plutôt que de concurrence tout court. Maîtriser, réguler, mettez ce que vous voulez derrière, mais ouvrez les portes et les fenêtres. On en meurt sinon. L'urbain, les gens le savent. Les Lyonnais ne se plaignent pas de la concurrence régulée à Lyon. Donc ça existe, quoi. Voilà.